Bonjour, je vais vous expliquer donc le texte de Lagarce, l'extrait qui s'intitule communément L'oracle de la mer ou la prophétie de la mer, à l'acte 1, scène 8, dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, œuvre publiée en 1990 et au programme du baccalauréat. Il s'agit donc ici d'une méthodologie appliquée à Lagarce. Alors, l'explication linéaire, c'est bien la première phase au brouillon, que ce soit pour l'oral ou pour l'écrit. C'est la phase indispensable pour bien entrer dans l'explication d'un texte littéraire. Le tableau qui est présenté en dessous présente en fait le texte de Lagarce. Donc les termes du texte sont exprimés en caractères gras très noirs. Je l'indique ici avec la flèche, la mer, ils voudront expliquer. Et juste en dessous, vous aurez les éléments pour l'explication linéaire. Voilà. En général, je surligne en bleu, ici un bleu un peu différent, les éléments qui correspondent aux procédés littéraires. Je rappelle que les procédés littéraires ne sont pas exclusivement les figures de style. Vous avez également ces petits encarts en bleu qui donnent des consignes plus spécifiques aux aventuriers du bac qui souhaitent avoir des explications plus claires sur l'utilisation des documents. Donc, je rappelle que ce tableau présente le texte de Lagarde en caractères gras et juste en dessous les éléments pour l'explication linéaire. Je me répète, mais la répétition est bien la seule manière de retenir et d'apprendre. Ligne 1. La mer, ils voudront expliquer. Nous constatons que ce discours commence par le pronom généralisant il au pluriel, généralisant parce qu'il englobe tous les membres de la famille. La mère s'inscrit dans une prophétie immédiate avec l'utilisation du futur de l'indicatif. Elle parle au nom de ses autres enfants et immédiatement, la représentation de Louis par le pronom T apostrophe le met à distance. Il y a mise en exclusion et mise en confrontation entre les membres de la famille et Louis. Ligne 2 et il est probable qu'ils le feront. La conjonction de coordination associée à l'hypothèse probable souligne qu'elle parle en leur nom, qu'elle imagine ce qu'ils pensent. Le pronom il dans la locution il est probable est un tour impersonnel qui souligne qu'elle s'efface et laisse parler quelque chose. Nous entrons donc dans la dimension du fatum de la tragédie grecque. Les choses se jouent d'elles-mêmes et il n'y a pas véritablement de sujet qui agit sur les événements. Ligne 3 et maladroitement, l'épanorthose souligne la difficulté de s'exprimer. Je rappelle que l'épanorthose ici est la répétition en début de ligne de la conjonction de coordination et. On peut aussi parler d'anaphore de la conjonction de coordination et cette ligne qui est simplement formée de cette conjonction de coordination plus un adverbe, cette formulation concise met en exergue la maladresse, c'est-à-dire met en évidence la maladresse. Il y a un grand blanc typographique puisque le propos se présente comme un vers puisqu'il ne se poursuit pas. Il y a donc une dimension poétique. Ligne 4, ce que je veux dire. L'aposiopièse montre qu'elle cherche la précision du langage, elle se corrige, elle se reprend, elle se rectifie. Ligne 5, car ils auront peur du peu de temps que tu leur donnes. La conjonction de coordination car introduit une cause, justifie une hypothèse. Le jeu de l'adversité exprimé par les pronoms, le thème du temps, de la peur, de la nostalgie, se conjugue et nous invite à nous poser la question: peut-on rattraper le temps perdu? L'idée de la fatalité tragique, le fait que les choses soient révolues, est ici
sous-jacente. Ligne 6, du peu de temps que vous passerez ensemble. L'idée précédente est ici développée. On exprime ici la frustration de ces années perdues et ce qui va effectivement provoquer une logique de reproche. Les termes sont simples. Le futur de l'indicatif montre qu'il s'agit d'une prévision ici et non d'une hypothèse. Il y a une logique paradoxale, elle sait à l'avance et l'écriture est oraculaire, c'est-à-dire qu'elle anticipe les événements. Ligne 7, moi non plus, je ne me fais pas d'illusions, moi aussi je me doute que. La proposition en incise, c'est-à-dire intercalée, affirme la présence du je, mais souligne l'illusion de la personnalité, qui est renforcée par le champ lexical de l'illusion et du doute. La répétition des pronoms moi, je souligne la tentative d'exister, mais cette répétition est sans contenu, cette tentative est vaine, elle ne débouche que sur de l'amertume et de la désillusion. Ligne 8. Tu ne vas pas traîner très longtemps auprès de nous dans ce coin-ci. Ici, le reproche est à peine larvé. Le pronom tu désigne Louis. Dans le texte d'ailleurs, tous les pronoms sont balayés. Il, vous, tu, je, comme s'il y avait une identité perdue, une identité éclatée entre les personnages de cette famille en crise. Le langage est ici familier. Traîner est un terme très péjoratif et dans ce coin-ci fait partie du registre de langue familier. Ligne 10, tu es à peine arrivé. Retour à l'univers réel, à l'univers référentiel, on peut appeler ça ainsi également. Désignation de celui qui porte la responsabilité du déséquilibre. Tu, encore une fois, c'est Louis qui tue, j'allais dire, c'est Louis qui est responsable du crime dans cette famille, de la souffrance, de la douleur et de la violence. Ligne 11, je t'ai vu, avènement de l'autre par la mère, elle reconnaît l'existence de Louis, la phrase est lapidaire et minimaliste, il apparaît comme une image. Et cette image semble fugace puisque à peine arrivé, il est déjà question qu'il parte. Ligne 12, tu étais à peine arrivé, tu pensais déjà que tu avais commis une erreur et nous avons là une avalanche de tu. La mère lit dans les pensées de son fils, elle éprouve de l'intuition, elle devine sa culpabilité, son envie de fuite. Ligne 13, tu aurais voulu aussitôt repartir. Le conditionnel passé montre qu'elle lit du mal-être en Louis. Le non-dit invite à toutes les interprétations. Or, le lecteur sait que Louis est venu parce qu'il va mourir. Par conséquent, les projections qu'elle fait sur ses intentions ne sont pas tout à fait exactes. Et seul le lecteur, qui est témoin de ce discours, en mesure l'ampleur tragique. Ligne 14, ne me dis rien, ne me dis pas le contraire, ils auront peur. Elle affirme la certitude de son intuition, l'importance du verbe dire, l'anaphore, l'incantation, l'absence d'écoute, elle lui interdit de parler, ne me dis rien. Seule sa voix porte et seule elle a raison. Il y a là réellement une théâtralisation du discours par le verbe dire, répété, mais vide de contenu. En réalité, rien n'est dit, il y a ressassement. Ligne 15, c'est la peur là aussi. La parenthèse à l'intérieur du texte montre qu'il y a pensée dans la pensée, enchâssement. La répétition du thème de la peur en incise montre que ce qui est dit est encore plus profond, mais rien ne sort si ce n'est l'expression d'une émotion qui n'est pas ressentie. Elle est intellectualisée. Ligne 16, ils auront peur du temps et ils s'y prendront maladroitement. La reprise des termes, peur, temps, maladroitement,
souligne encore le ressassement. Ligne 17, et cela sera mal dit ou dit trop vite. Il y a la mise en scène de l'épanorthose. Le commentaire critique sur la qualité du discours par la mère est assez ironique. La forme de communication est plutôt mauvaise. Ligne 18, d'une manière trop abrupte, et cela revient au même. Il y a là une minimisation de la violence, cela revient au même. La notion de brutalité, la violence du conflit, est révélée par le champ lexical de la violence avec les termes abrupt, brutalement, brutaux, dur, et à la fin du texte, nous avons également le terme plaie. Ligne 19 et brutalement encore, l'utilisation de la polysyndète et la répétition de et se poursuit. Ligne 17, 19, 29, 21, 23, 24, 26, répétition de et de car dans une moindre mesure. Ligne 20, car ils sont brutaux, l'ont toujours été et ne cessent de le devenir. Le renforcement dans la famille de sentiments de violence et de brutalité. L'évolution est négative. La polysyndète vient souligner ceci, et elle est elle-même soulignée par le polyptote, brutalement qui est un adverbe et brutaux qui est un adjectif. Le champ lexical de la violence est donc souligné. Ligne 21 est dur aussi, reprend la même idée. Ligne 22, c'est leur manière. Ici, la mère, encore une fois, fait un commentaire sur la façon d'être, la façon de penser, la façon de se conduire de la fratrie. En fait, c'est ce que elle imagine. Commentaire de la forme d'expression, cette façon de commenter par la manière est une façon aussi de les excuser. Ligne 23, et tu ne comprendras pas, je sais comment cela se passera. Ici, le futur de l'indicatif et la négation montrent à quel point la mère est sûre de savoir, elle est une figure d'autorité, je sais, elle dispose de la connaissance. Ligne 24, et c'est toujours passé. Il y a une liaison entre le passé et le futur par les temps verbaux, entre le futur de l'indicatif et le passé composé ici. Ligne 25, tu répondras à peine 2 ou 3 mots. Donc elle prévoit également ce que Louis dira ou ne dira pas, en tout cas le volume de son langage. Donc elle le définit comme quelqu'un de peu loquace, de silencieux. Et tu resteras calme comme tu as appris à l'être par toi-même. Nous pouvons voir que ici la mère semble valoriser le cheminement de Louis lorsqu'elle dit tu as appris à l'être par toi-même. Elle ne revendique aucun mérite à la personnalité de son fils. Donc ici, nous avons l'impression que son a priori est plutôt valorisant et favorable, mais nous allons nous rendre compte qu'en réalité, elle rejette, réfute cette part de cette personnalité qu'elle n'a pas elle-même conçue. Ligne 27, ce n'est pas moi ou ton père. Elle désavoue la possibilité que cela puisse provenir du père, et cette idée est renforcée à la ligne 28, ton père encore moins. L'accentuation de l'idée sous-entend que le père était absent dans l'éducation de son fils. Ligne 29, ce n'est pas nous qui t'avons appris cette façon si habile et détestable. Donc de elle plus lui, elle fait un nous. Et on comprend qu'en réalité, elle juge très mal ce trait de personnalité puisqu'elle utilise l'adjectif péjoratif détestable. Donc on peut noter ici une reprise et une insistance avec la recréation symbolique du couple parental par l'utilisation du pronom nous. L'utilisation de l'adjectif péjoratif détestable prouve qu'elle juge mal ce trait de personnalité présent chez son fils. Ligne 30. D'être paisible en toutes circonstances, je ne m'en souviens pas. On peut constater un agacement lié à cette façon d'être paisible, tranquille de Louis. Ligne 31, où je ne suis pas responsable. Elle exprime ouvertement sa volonté de ne pas se sentir concernée par ce trait de personnalité. Ligne 32, tu répondras à peine 2 ou 3 mots. L'anaphore de la ligne 25 renforce cette idée, ce dédain, ce mépris, puisque elle répète mot pour mot la ligne 25, le propos précédent. Donc nous avons toujours
présence de la répétition de l'anaphore. Ligne 33, où tu souriras, la même chose. Le sourire en guise de réponse silencieuse. On a là un phénomène de mutisme avec un geste physique, le sourire étant un langage euh, non verbal en fait. Rester avenant, agréable et paisible, quelles que soient les circonstances, telle est l'attitude de Louis. Tu leur souriras, la répétition incantatoire de la formule et tu leur souriras, ressassement, martèlement de cette idée encore une fois, hein, c'est toujours la même idée qui est répétée de façon insistante et ils ne se souviendront plus tard, ligne 35, la mère poursuit l'histoire de la famille, l'histoire des autres membres de la famille. Cette histoire s'inscrit dans une temporalité vague et cette temporalité vague est soulignée par l'utilisation de la locution, d'expression adverbiale plus tard. Ligne 36, ensuite, par la suite, la phrase est sans contenu. Il y a là une addition de deux expressions, en tout cas d'un connecteur temporel, ensuite, puis une expression qui reprend la même idée par la suite, ce qui est totalement imprécis, il n'y a pas de temporalité marquée. Ligne 37, le soir en s'endormant, c'est le moment du déclin, le soir en s'endormant, c'est un moment où l'esprit en principe s'apaise. On relève ici le pathos du langage avec l'évocation du monde de l'enfance. On revient vers quelque chose de plus infantile. Ligne 38, ils ne se souviendront que de ce sourire qui devrait donc être un élément de bien-être, un élément de positif. Dans cette ligne, nous n'avons pas l'impression qu'il y a de la péjoration. Ligne 39, c'est la seule réponse qu'ils voudront garder de toi. Le choix est ici fait de ne garder qu'une chose qui les arrange, donc ce sourire. Ligne 40, et c'est ce sourire qu'ils ressasseront et ressasseront encore. Il y a ici un choix, un parti pris de ne voir que ce que l'on veut, d'où une théâtralisation du ressassement par la répétition du terme sourire. Ligne 41, rien ne sera changé, bien au contraire. La mère souligne le fait qu'il n'y aura pas d'évolution, que la famille ne va pas se remettre en question, mais au contraire, il y aura stagnation, voire même régression, car ligne 42, elle souligne et ce sourire aura aggravé les choses entre vous. Donc finalement, le sourire lui-même, qui est en général une valeur de spontanéité positive, va devenir un élément péjoratif et de destruction. La phrase est implacable, le sourire va renforcer la violence, l'incompréhension. Et ligne 43, et ce sera comme la trace du mépris, la trace des plaies. Ici, nous pouvons relever le paradoxe. Le sourire finalement sera le stigmate de la douleur. Il y a une inversion. Et la police indette renforce cette idée de poids, de quelque chose d'implacable. À noter dans le champ lexical de la douleur et de la souffrance et de la violence, le terme de plaie et donc qui n'ont pas et qui ne pourront pas être cicatrisés. Donc le constat est ici extrêmement désabusé et pessimiste.